Bonjour, bienvenue sur GEP. Nous sommes sur Octogone 2004 et nous sommes avec Gabriel Pardon et Cyril Berger. Alors, vous êtes les co-auteurs des Gardiens de l'Éther, qui est actuellement en campagne de financement. Donc, on va parler de ça. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que, puisqu'on n'a j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec vous de votre cursus au niveau du jeu de rôle, qu'est-ce qui vous a amené au jeu de rôle, on va commencer par ça. Alors, qui veut commencer? Cyril, Gabriel? Allez, toi, allez, Gabriel. Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Pardon, effectivement, je suis illustrateur. J'ai commencé en fait à me relancer dans le monde du jeu de rôle à partir du moment où j'ai déménagé. Je suis allé sur Montpellier, je me suis un peu relancé dans cet univers-là en refaisant quelques parties et en allant notamment dans des salons et je me suis dit pourquoi pas illustrer dans le milieu du jeu de rôle. Et là où j'ai rencontré donc Florent Moragas, qui était donc à la dernière ou l'avant-dernière itération de Au-delà du Dragon qui avait lieu à Montpellier à cette époque-là. Donc c'était donc juste un petit peu avant le Covid. Et donc le courant passe bien, les illustrations que je lui présente lui plaisent et il décide de m'engager sur le projet Oméga en fait, en tant qu'illustrateur pour tout ce qui était les monstres et le biologique entre guillemets quoi. Puis après s'ensuit l'histoire de Sapin K où j'ai fait la direction artistique de Sapin K et entre autres du coup des illustrations aussi à l'intérieur de ce bouquin-là. Et donc je suis rentré aussi plus en profondeur dans Odonata parce que je suis venu avec un projet qui était un peu à ses débuts, à cette époque-là en tout cas, ce qui était à la base un projet prévu pour être une bande dessinée potentiellement. C'était la première idée que j'avais eue, parce que c'était l'idée que j'avais eue avant de rencontrer et de me replonger dans le milieu du jeu de rôle. Et je me suis dit, et pourquoi pas en faire un jeu de rôle? Donc j'ai contacté Florent, je lui ai proposé le propos. Et ce dernier a été intéressé, m'a dit oui, on peut vraiment faire quelque chose. Donc j'ai commencé à me lancer dans la création d'un jeu de rôle et je me suis aperçu que j'étais pas foutu de faire un jeu, que je savais dessiner, je savais un peu raconter des histoires. Ça allait, on va dire. Mais alors, faire une mécanique, un moteur de jeu et arriver à faire un produit qui était potentiellement récupérable par d'autres personnes qui ne nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui nous ont jamais vu jouer, ça, moi, j'étais parfaitement incapable de le faire, à part faire des choses qui étaient, somme toute, peut-être un peu lambda sur 20, quoi. On pourrait le voir comme ça. Et du coup, il m'a invité, en fait, à des... comment ça s'appelle on se réunit en fait au Donata chaque année avec les créateurs ou les futurs créateurs et ça permet aux gens de se rencontrer. Et donc il m'avait invité pour que je présente un peu le projet et c'est à partir de là que j'ai rencontré en fait Cyril Berger. Et le courant est bien passé et moi en rentrant et en réalisant que j'étais infoutu de faire un moteur de jeu, je me suis dit il me faut un co-auteur. J'ai rencontré du monde avec qui ça a bien matché, avec qui je pourrais sentir de me lancer dans cette aventure. Et donc, j'ai demandé à Florent de contacter Cyril. J'ai rencontré Florent durant aussi une des conventions à Montpellier, Au-delà du Dragon. Et ça a bien matché entre nous, ça a bien fonctionné. Et c'est là où on a commencé à parler d'un jeu avec des robots. Voilà, moi, c'est Florent qui avait déjà lancé l'idée du jeu avec le robot. Je trouvais que l'idée était assez fun de pouvoir avoir un jeu de SF. En plus, je suis un gros fan de SF à la base. Et c'était juste avant le Covid. On a commencé à mettre en place les premiers éléments de base pour l'univers, le système de jeu, et finalement, on s'est lancé après à corps perdu, sur Oméga, avec un autre auteur, Sébastien Chicha. Donc on a été 3 à travailler dessus. Et ensuite, comme a très bien souligné Gabriel, durant un des week-ends, je rencontre Gabriel, je vois son travail, il commence à présenter un univers, et en plus je me souviens à l'époque, et ça c'est assez marrant, il avait donné un nom à son univers qui était très proche d'un Final Fantasy, et j'avais dit ça c'est pas mal, mais bon ça fait un peu trop Final Fantasy, il faudrait revoir certains éléments. Et quand on a commencé à discuter de ce qu'on voulait présenter au niveau du jeu, bizarrement, Final Fantasy est revenu sur le devant de la scène en tant qu'inspiration sur pas mal de points. Et ensuite, une fois que Oméga a été terminé et livré,
eh bien, on s'est lancé tous les deux sur cette aventure, les gardiens de l'Éther. Voilà, pour qu'on puisse donner un nouveau type de jeu, une nouvelle jouabilité, mais surtout un nouvel univers. Donc on va justement en revenir aux gardiens de l'Éther, puisque vous êtes là pour ça. Hein, vous allez nous animer des parties de démonstration pour Odonata, pour tout le week-end, pour toute la période d'Octogone. Oui, c'est ça. Donc, alors, je vais vous donner le micro à quelqu'un. Comment vous pouvez définir les gardiens de l'Éther? Bon, c'est une histoire de chaman. Et donc, si moi je vous demandais c'est quoi les gardiens de l'Éther, qu'est-ce que vous me répondez? Allez. Je me lance. Les Gardiens de l'Éther, c'est un space opéra chamanique. Alors, l'aspect chamanique, comment dire, c'est d'abord un space opéra. Vous allez vivre des aventures que vous allez incarner au travers d'un humain, ou plus ou moins un humain, on va dire. Ça va dépendre de ce que vous allez jouer. Et vous allez partir en fait aux confins de l'univers pour récupérer ou découvrir des secrets de l'univers, des technologies perdues et bien plus anciennes que ce que vous pourriez imaginer en fait. Et au travers de ça, vous allez être guidé en fait par un gardien qui est donc en fait un être éthérique à tête anthropomorphique, avec lequel vous avez un lien, et tout humain en fait dans cet univers-là a un lien, mais qui va être plus ou moins fort, plus ou moins présent. Et vous représentez un personnage, et c'est pour ça que vous aurez l'appellation en fait de chaman, c'est ça qu'il faut voir. Mais vous allez avoir ce lien qui va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que tout à chacun. Ce qui fait que vous allez pouvoir interpréter, capter des messages de ce gardien-là, et vous allez même pouvoir transcrire son énergie dans le monde physique. Ce qui, en fait, le gardien va vous servir de magie, en fait. Ça va être un canal pour faire de la magie dans cet univers-là. Donc, sur cette ère un peu de science-fiction, parce qu'il y a des vaisseaux, mais en fait, on est vraiment dans du pur space opéra, et même on est dans une sorte de médiéval fantastique de l'espace, quoi. Il y a presque plus cet aspect-là qui va être présenté, quoi. Et donc vous allez représenter un personnage qui va être inscrit dans un des 5 peuples qui sera proposé, et en fonction du peuple que vous aurez choisi, automatiquement vous allez avoir une jouabilité qui sera un peu différente, tout en restant bien sûr sur des poncifs stables. À la découverte du... Tiens, je te passe le micro. À la découverte du livre, du kit de démonstration, enfin, du kit découverte, etc., j'ai trouvé un petit côté super-héros aussi à votre personnage. Oui. Un petit côté... alors, ce côté super-héroïsme, vous l'avez introduit dans le jeu après, ou il faisait partie vraiment de l'idée que vous faisiez du jeu? Non, ça faisait vraiment partie de l'idée qu'on se faisait du jeu. C'est-à-dire que quand on a commencé vraiment les premiers éléments sur les Gardiens de l'Éther, on s'est dit qu'on voulait quelque chose qui soit, alors pas forcément au début super héroïque, mais en tout cas assez pulp, assez punchy, et surtout qui soit très axé pour le joueur. Voilà, donc finalement c'est un jeu, à la différence d'autres où en perdant la santé mentale, du coup on doit faire un personnage à chaque session. Là vraiment les joueurs peuvent prendre la mesure de la puissance qu'ils ont, mais en même temps se rendre compte qu'avec cette puissance, vont marquer les esprits, vont aussi laisser leur empreinte dans les scénarios, dans les personnages, les PNJ qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont croiser. Et c'est un peu la subtilité aussi de ce jeu, c'est-à-dire que d'un côté, on a une très grande puissance, mais de l'autre, comment on va s'en servir? Quels vont être les éléments que l'on va laisser et que nous allons potentiellement apporter aussi pour les autres. Et c'est ce côté un peu chamanique, pour ça qu'on a repris des poncifs chamaniques à ce niveau, de dire, ok, on a quelque chose en plus par rapport aux autres, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va apporter au personnage? D'accord. La mécanique, c'est le système, la mécanique, c'est conjoint, c'est tous les deux? Alors, oui, ça avait été tous les deux. Je dirais que pour la mécanique, on s'était mis
oui, un programme assez simple en disant on veut un système épuré, pas forcément compliqué. On veut autre chose, et notamment sur le combat, autre que l'initiative. Et finalement, j'ai proposé en premier une mécanique et ensuite que Gabriel a validé. Et que derrière, là par contre, tu as été hyper balèze, je dirais, à ce niveau, où voilà, le moindre élément où moi, j'avais pas forcément vu, il le remarqué, on faisait les changements et on a fait énormément d'allers-retours comme ça. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Je vais poser une question justement au sujet justement de la mécanique. J'ai trouvé que le côté super-héros avait été un peu limité par un système un peu les agrégats un peu comme du combustible. Ça fait qu'il y a une gestion des joueurs qui doivent un petit peu gérer aussi leur pouvoir en fait. Ouais, il y a un rapport effectivement à l'énergie vitale. Ouais. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, vous jouez quand même, vous incarnez en fait un humain. Même s'il a ce côté un peu, cette espèce de plus sain qui va lui être accordé par cet être éthérique avec lequel il a ce lien plus puissant que les autres. Certes, mais ça reste quand même un humain. Et en fait, du coup, on a un jeu qui va s'équilibrer entre cet aspect très science-fiction, technologie, un peu perdu, mais technologie magique. Elle est déjà un peu magique, en fait, la technologie. On est dans des technologies dignes du Château dans le ciel, de Miyazaki, ou des choses comme ça, quoi. Et aussi l'aspect magique, chamanisme. Qui va être présent et qui vont d'ailleurs rentrer dans une balance comme ça qu'il va falloir chercher à équilibrer. Et à côté de ça, on a aussi la fragilité humaine et la subtilité et la fragilité humaine qui va rentrer en compte. L'émotionnel humain et donc jouer avec la vie de notre personnage, qui peut remonter d'ailleurs très très facilement aussi. Il ne faut pas avoir peur de dépenser cette énergie, de la donner. Elle nous sera rendue à un moment donné d'une manière ou d'une autre où on va l'échanger. Par la méditation par exemple. Oui, ou même au sein de vos combats, de vos capacités, mais tout à fait, effectivement, la méditation va faire partie de ça. Et c'était plus pour traiter d'énergie vitale que de pur PV, genre j'ai une flèche dans l'épaule et ainsi de suite. Non, là, on est dans un univers qui est assez bande dessinée et on voulait représenter un petit peu cet aspect bande dessinée, quoi. D'accord. Et pour ce qui est des combats, les arts martiaux, hein, ça s'appelle comme ça, voilà, logique. Oui. Donc au niveau des arts martiaux, il y a cette idée de feuilles, etc. Comme c'est né, c'est assez original. Donc ça pose un nouveau système encore. Vous n'avez pas eu peur à un moment donné de dire on va encore proposer un nouveau système à des joueurs qui en ingurgitent tout le temps des nouveaux? Alors, c'est vrai que quand on s'est proposé ce système, on s'est dit on va vouloir changer quelque chose avec ce jeu et oui, on va dire lorgner sur du jeu de plateau, mais en même temps avoir ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette inspiration sur du Final Fantasy, c'est-à-dire que on peut dire que sur les Gardiens de l'Éther, on peut le proposer sur du transmédia. Et de ce fait, ça nous a semblé logique qu'on propose une autre mécanique pour le combat. Et en même temps dire, en posant cette mécanique de combat, en disant, voilà, à la différence peut-être dans d'autres jeux de rôle, le combat va être important. C'est-à-dire que si on doit poser tout un matériel avec du plateau, des pions, etc., il faut que le combat soit marquant. Il faut qu'il avance quelque chose, enfin, ou du moins il faut qu'il amène quelque chose dans l'histoire. Et dire que c'est pas juste un combat pour faire un combat finalement. D'accord. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Par rapport en fait à cette idée d'aspect jeu de plateau, en fait on a juste remplacé par exemple la fiche personnage par un plateau. Mais quelque part votre fiche personnage c'est déjà une sorte de plateau sur lequel des choses sont écrites. Vous allez juste déplacer des pions pour pouvoir les écrire tour par tour. Mais en fait ça revient exactement du pareil au même. En fait, il y a un jeu qui est tel entre la vie dont on parlait, l'énergie vitale qui monte et qui descend, que ça aurait été très très compliqué d'avoir quelque chose d'écrit déjà de base, parce que vous seriez à peu près toutes les 5 minutes en train de gommer votre vie, vu que vous perdez de la vie, vous en dépensez, vous en regagnez, vous pouvez descendre à 4 points de vie et puis récupérer quasiment toute votre vie au fur et à mesure en l'espace de 2 tours. Donc il y a une fluctuation qui est très très forte de ce côté-ci, donc ça le plateau avait vraiment son intérêt au sein de ça. Et au niveau de l'initiative, en fait, ça vous donne juste un ordre d'initiative. C'est ce qu'il faut un peu comprendre, où vous prévoyez un petit peu ce que vous allez faire, parce que ce qui va se passer dans les prochaines secondes, en gros, vos actions que vous allez poser, les 3 actions que vous allez poser, c'est comme si ça représentait 2, 3, 4, 5, peut-être 7 secondes à tout péter, on va dire. Et
quelque part, bon, pour ceux qui ont peut-être fait des arts martiaux ou des choses comme ça, quand vous allez rentrer un peu sur le ring, vous avez un plan. Vous n'y allez pas... vous avez une idée peut-être du mec que vous êtes en train d'affronter ou des choses comme ça. Ou justement, vous n'avez pas d'idée, donc vous êtes dans l'expectative, l'observation. Et donc, vous allez pré-shot certaines choses et d'autres sortiront sous forme de réflexe, quoi. Il y a un petit peu... C'était pour représenter un peu ça. Dans la mécanique de jeu, c'est que j'ai trouvé aussi, c'est que vous donnez beaucoup d'importance, enfin de priorité aux joueurs plus qu'aux meneurs de jeu, je trouvais. Oui. Cette volonté, c'était pas forcément pour alléger le meneur de jeu de son travail, mais plutôt pour donner plus d'importance aux joueurs au sein de son personnage, je pense. Alors oui, totalement, et surtout qu'en plus la partie plateau, notamment sur les combats, a été vraiment pensée pour que chacun collabore avec les autres. C'est-à-dire qu'un personnage seul, ou voire même un peuple seul, ne va jamais pouvoir réussir à affronter toutes les créatures qu'on pourra mettre dans un scénario. Donc il faut vraiment que les joueurs s'investissent entre eux. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les conventions que j'ai pu faire, où j'ai pu faire jouer le jeu, au début, on présente tout le matériel, on le pose sur la table. Les joueurs sont un peu étonnés, commencent à prendre la mesure sur le premier tour, et sur le deuxième, commencent à dire, ok, donc là, il faut qu'on puisse faire comme ça, qu'on puisse faire comme ça, et là, on va faire cela. Et on n'a pas forcément un peuple qui va être plus fort que les autres. On ne va pas avoir forcément un peuple qui va plus aider que les autres, même si on a certains éléments en termes de peuple qui vont plus orienter un joueur sur du combat par exemple à distance, au corps à corps ou sur du support. Mais en tout cas, chacun va avoir sa pierre à l'édifice. Et chaque joueur sait qu'en posant une action, va collaborer avec les autres pour pouvoir défaire l'ennemi qu'ils affrontent. D'accord. Et on va venir à la gamme, parce que au niveau de description de l'univers, par exemple, moi, quand la première fois que je l'ai lu, puis il n'y a pas que moi qui a pensé, moi j'ai pensé à Shan, en fait. Je ne sais pas si... Je connais pas Shan. Tu connais pas, voilà, c'est très bien, c'est comme ça. C'est un univers de fantasy relativement original, et en fait, je me suis un petit peu aussi... un côté un petit peu ésotérique, un petit côté vraiment magique, etc. Shan aussi. Et en fait, dans le background, Shan est vraiment un background costaud. Alors vous proposez quoi au niveau de conception de l'univers dans la gamme? Alors, quelle question. Tu veux prendre le relais, c'est ça? Tu l'as? Oui, non mais oui, en fait, bah tiens, tu l'as. Alors, je reprends le relais. Alors sur la construction de l'univers, c'est vrai que au tout début, quand Gabriel est venu avec la partie chamanique, je connaissais pas énormément, donc j'ai lu quelques livres, j'ai fait quelques recherches, et finalement, ok, on était parti déjà sur la partie space opéra, et quand je lisais, la philosophie chamanique, et notamment sur la partie des trois mondes, parce que c'est un élément très important en chamanisme. Alors déjà d'une, je me suis retrouvé, et après de deux, j'ai dit non mais ça serait bien qu'on parte là-dessus, et que en fonction effectivement des peuples qu'on avait mis en place, eh bien de dire que nos liens éthériques allaient pouvoir fonctionner différemment. En fonction des peuples, des types de gardiens et des deux mondes éthériques qu'on a proposés, c'est-à-dire le monde en bas et le monde en haut. Donc on se retrouve avec une richesse comme ça qui nous permet d'ouvrir le champ des possibles sur le jeu, sur la gamme et sur l'univers après par la suite. Tu veux rajouter peut-être quelque chose ? Souvent, quand on fait jouer des joueurs en fin de partie, les joueurs qui se sont plus investis dans la partie viennent, et on commence déjà à avoir des embryons d'histoire à nous proposer. Ça nous est arrivé comme ça plusieurs fois d'avoir des gens qui disent « mais ça serait possible d'avoir quelque chose comme ça ou d'avoir ça ?» Nous, évidemment, mais oui, en fait, il faut que les gens puissent s'accaparer cet univers-là. Et en fait, c'est un univers qui se veut vaste, le plus large possible. Juste, nous, on aura posé quelques poncifs, mais libre aux gens peut-être même de changer d'époque ou de ce qu'ils veulent. En fait, ils vont pouvoir se l'accaparer pleinement. C'est très malléable, en fait, et versatile, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un univers qui, je pense, est très malléable. Parce qu'on n'a pas mis des poncifs, en plus de ça, qui sont trop stricts. Tel peuple fait forcément la guerre à tel autre peuple, et donc ils seront toujours en opposition. Non, on n'a pas mis ça.
Mais même, on peut avoir que ce soit de la guerre entre des peuples ou des guerres intestines ou des choses comme ça. Et qui veut créer ce qu'il veut, quoi. C'est un jeu de rôle. D'accord. Et au niveau des gardiens, tu as parlé des gardiens d'en haut, enfin d'en bas, enfin, ils donnent des avantages, mais est-ce qu'ils amènent des contraintes aussi? Alors, ils amènent effectivement des avantages. En termes de contraintes, on va être plus sur la partie roleplay, c'est-à-dire que là, c'était déjà présenté dans le livre découverte et dans le livre de base, alors, il y a 12 gardiens différents, on donne leur psychologie. Et donc, comme c'est en même temps, c'est le maître de jeu qui joue les gardiens, il va pouvoir bien placer son curseur en disant là par contre tu vas avoir tel élément, si tu vas faire ça, ça va être aussi en contradiction avec la psychologie de ton gardien ou sa vision. Donc à ce niveau, voilà, le maître de jeu va pouvoir driver aussi ses joueurs, va pouvoir les guider. Ouais, c'est un outil en fait. Ça reste un outil effectivement très puissant pour pour amener aussi des éléments de narration et peut-être aussi remettre les joueurs dans le bon chemin ou les écarter en fonction de si le message n'a pas été correctement bien compris, etc. Et effectivement, après, derrière, il y a tout un élément psychologique où le chaman n'est pas obligé d'écouter son gardien. Et là, il peut y avoir une dissension entre les deux, jusqu'à que le gardien ou le chaman rompt son lien. Et là, il peut y avoir, une nouvelle évolution du chaman. Donc ça viendra un petit peu plus tard en tant que sans âme. Donc sur un nouveau peuple où il va devoir avoir un nouveau système de gardien, un nouveau système de pensée et un nouveau système de lien éthérique. Il peut changer. Alors, comme on se convertit à une autre religion, par exemple, ou c'est pas vraiment? Non, pas vraiment. Mais il y a certains moments où oui, on va pouvoir changer quand même. D'accord. Ok. Donc là, pour l'instant, le Gardien de l'Éther, c'est en campagne de financement par Odonata sur Game One Tabletop, c'est ça? Voilà, donc la campagne suit son cours. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore intéressés, qui ne connaîtraient pas, vous proposez quoi dans ce premier financement? Alors, dans ce premier financement, en gros, on propose une boîte avec le plateau, quelques punchs qui vont pouvoir être disposés pour ceux qui veulent, les plateaux de jouabilité de chacun des personnages et des peuples, et un livret avec à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, 130 pages, 120 pages. 138, ou 138 pages, quelque chose comme ça, qui va faire une première partie d'explication d'univers pour au moins poser les bases, expliquer automatiquement les règles et proposer un scénario à l'intérieur de celui-ci. Après, en fonction de l'évolution des pledges, des choses comme ça, il y aura des scénarios qui vont se rajouter et ainsi de suite. Et par la suite, on reviendra avec probablement soit un autre financement ou quelque chose comme ça, pour proposer un livre univers qui aura du coup pour but d'étendre encore un petit peu plus le savoir de chacun et de qui veut se plonger un petit peu plus profondément dans cet univers-là, autour de celui-ci. Oui, dans cet univers, pour l'instant, qui est posé, on interprète quel type de personnage que des humains? Alors, on interprète quasiment que des humains. Il y a, dans le livret découverte, on avait 3 peuples, qui étaient 3 peuples humains. Dans le livre de base, il y aura 2 autres peuples supplémentaires, qui sont le sans-âme et le yogg. Le sans-âme, ça reste un humain, mais dont son lien a été coupé. Et ensuite, le yogg, mais qui lui est un robot. Mais ça reste un chaman aussi, même si c'est un robot. D'accord. Donc là, on a fait un petit peu le tour des Gardiens de l'Éther, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que c'est bon, on est bon. On a à peu près fait le tour. Pour ceux qui en veulent plus. Bon, donc je vais te poser une petite question. Les chroniques de Valran, c'en est où? Alors, les chroniques de Valran, donc c'est en ce moment même en train d'être retravaillé. On est en train de faire une refonte de certains poncifs de l'univers, sans pour autant en changer le discours originel. Et là, on se laisse jusqu'à décembre pour voir un petit peu où est-ce qu'on en sera. Et à partir de là, ça nous donnera un petit peu plus de visibilité sur ce qu'on va faire. Et soit on repart en financement en début d'année prochaine, vers février-mars, je pense que ça risque d'être peut-être quelque chose comme ça. Soit on n'a pas assez de matière, ou on pense que c'est pas suffisant, et dans ce cas-là, c'est pas grave, on prolonge un petit peu notre travail. On aime le travail bien fait chez Odonata, on aime que ce soit fluide et que les mécaniques fonctionnent. Et Florent va aimer cette phrase.
Non, c'est vrai, Florent, c'est pour toi. Bref, prendra le temps que ça prendra, mais pour venir avec un produit qualitatif, le plus qualitatif possible et qui trouvera, on espère, son public, quoi. D'accord. Et Cyril, tu travailles sur d'autres projets également ou tu es concentré sur les Gardiens de l'Éther? Je suis quasiment concentré sur les Gardiens de l'Éther. J'ai un autre projet avec d'autres auteurs chez Odonata, Les Brigades du Steam, qui est une adaptation de roman qui s'appelle justement Les Brigades du Steam aussi, où on joue. Alors là, on va jouer des brigadiers. Un peu à l'époque de Clémenceau, donc de souvenirs, c'est les années 20-30. C'est les Brigades du Tigre version. Alors oui, c'est ça, c'est les Brigades du Tigre, version Steam, où le Steam a pris une importance, même si la technologie reste très rare. Il y a encore le menu Rhin, pampan. Oui, c'est ça. Mais derrière, avec des grosses machineries qui commencent à arriver, et puis les États qui s'y intéressent, et on sent que la guerre n'est pas loin pour pouvoir s'accaparer ce type de technologie. Donc là, les joueurs vont jouer des brigadiers qui vont, je dirais comme sur la série, résoudre des affaires, mais avec des nouvelles technologies derrière. D'accord. Ok. Waouh, c'est un beau projet, ça. C'est sympa. J'aime le steampunk pour ça. Et toi, Cyril, en fait, au niveau même d'illustration, tu bosses sur des trucs ou pas? Oui, alors je suis ouvert sur plein de projets. Déjà, l'ensemble des projets Odonata, Insectopia notamment, la prochaine version d'Insectopia. Après, j'avoue que les Gardiens de l'Éther me prennent beaucoup de temps en ce moment, ce qui est assez normal en fait, et ça risque de continuer de me prendre du temps. Et après, moi, je travaille aussi, je monte d'autres projets avec d'autres boîtes, notamment autour du développement de ce qu'on appelle l'IP, donc des propriétés intellectuelles, entre autres, et des univers pour la télévision. C'est sérieux tout ça. Oui. Et bon, avant de finir, au niveau des retours, vous avez déjà des retours, vous avez fait déjà là vous êtes sur Octogone, c'est pas commencé, donc on est juste à l'ouverture. Vous avez sûrement déjà fait des parties tests, etc. Les retours, qu'est-ce que vous avez comme type de retour? Alors sur les retours, on a des retours très positifs à la fin de la partie, parce que c'est vrai que sur le début, quand on propose le jeu avec la partie plateau sur le combat notamment, ça étonne un peu les gens. Ils regardent, j'irai un petit peu de loin, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, non, franchement, à chaque fois ils sont conquis. Je crois qu'on a peut-être dû avoir une personne à tout casser sur toutes les conventions qui n'avaient pas adhéré au système. Mais sinon, à chaque fois, que ce soit au Fige ou à Octogone l'année dernière, ou voire même à Mons, en Belgique, ça s'est tout le temps super bien passé. D'accord. Il faut dire que pour revenir à la motorisation, le système de arts martiaux est un peu particulier. On lance 2D, c'est la difficulté, et c'est la compétence, et en fonction de la différence, celui qui gagne, on peut faire en dépensant de l'énergie. Je crois que c'est ça, diminuer la difficulté, mais on dépense de l'énergie forcément. C'est pour ça que je parlais de carburant. À un moment donné, donc c'est vrai que c'est un système très original. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment très marrant. Parce que c'est vrai que c'est simple. Ça amène un côté très simple, en fait. Oui, c'est très intuitif, en gros. Les gens ne calculent pas. Ouais, c'est ça, les gens ne calculent pas. Et finalement, ça amène un résultat assez sophistiqué aussi. Alors, je voulais savoir si les joueurs, par exemple, des retours de joueurs avertis, on dira, vous ont fait cette remarque. Alors, non, pas tellement. C'est-à-dire, les gens... En fait... je ne sais pas si le terme de sophistication s'est spécialement présenté. Moi, je n'ai pas souvenir. Au début, les gens, on sent que, oui, comme Cyril disait, il peut y avoir une petite appréhension sur oh là là, c'est un plateau et tout ça. Et au final, exactement comme ce qu'on disait aussi juste avant, dès que les joueurs ont fait un seul et unique tour de jeu, après, ils arrêtent de regarder leurs fiches et ils regardent ce que les autres peuvent faire. Ça veut dire que ça... c'est bon, c'est engrammé, c'est dans mon cerveau, je peux m'intéresser à ce que l'autre peut faire. Et du coup, on va partir et avoir une coopération qui va vraiment se créer. Au lieu de se retrouver souvent avec une fiche personnage et déjà se demander ce qu'on fait et que le MJ est en train de nous dire « Attends, fais un test de ceci » et on ne trouve plus la ligne.
combien de fois, des fois, on l'a vu dans l'appréhension de certains jeux de rôle. On l'a connu tous. On a tous connu ce moment où on a les yeux écarquillés, moi le premier, quoi. Enfin, je sais pas, où j'étais perdu en face de ma fiche. C'est juste le temps que ça se fasse. Mais ça, c'est quelque chose qui passe du coup extrêmement vite. Alors, sous ces airs un peu sophistiqués, comme tu dis, et c'est suffisamment simple pour qu'en un tour, tout soit engrammé par notre cerveau et qu'on puisse même commencer à s'intéresser aux autres jouabilités. Ouais, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est faussement simple en fait. C'est-à-dire, ça a l'air simple comme ça, et puis après, quand on réfléchit sur la mécanique après, on se dit, ah oui, quand même, hein. Ils sont quand même gambergers, tu vois. C'est ce que je veux dire, voilà. Et le jeu a plusieurs souffles. C'est-à-dire, on va découvrir une stratégie, une façon de combattre. Alors bien sûr, en plus ça, on peut glisser de la narration dedans. Il faut décrire ce qu'on est en train de faire, parce que ça peut amener des choses, on ne sait jamais. Une interaction avec le MJ qui peut vous dire, mais non, mais il n'aime pas du tout la façon dont tu l'as tué ou dont tu l'as... Donc il donne l'alarme, l'alerte et tout ça. Enfin, on peut rajouter des choses scénaristiques au travers de ça. On peut même... libre aux gens de s'accaparer cette façon de jouer aussi. Et en plus de ça, on peut s'apercevoir qu'il y a une façon de jouer, puis après, on débloque d'autres façons de jouer parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui va être beaucoup plus efficace, et ainsi de suite. Et en fonction des pouvoirs qu'on va débloquer, toute la jouabilité risque de changer au fur et à mesure. D'accord. Comme une ligne d'apprentissage, en gros, quoi. Tout à fait. Voilà. Bah écoutez, merci tous les deux d'être venus sur Guerrier.tv TV. Hein, c'est un plaisir. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Et bon, moi je vous souhaite bon courage pour les 2 jours, parce que je sais qu'accumuler les parties comme ça, c'est pas simple. Et puis bon, j'espère bonne chance aux gardiens de l'éther. Hein, voilà. À bientôt. Merci pour tout. Merci. À bientôt.